Allez, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 12 septembre. Au sommaire ce matin, retour en chiffres sur la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'édition de tous les records avec un important taux de participation et de visites et plus de 48 milliards de dollars d'accords signés. En France, la CGT dénonce un mépris de la mobilisation nationale au journal de 20h de France Télévisions et l'absence d'objectivité dans le traitement. Ce dernier a omis d'aborder les revendications des citoyens, fait un étalage des moyens de répression. Les détails tout à l'heure. Les manifestations au Maroc des habitants d'Aït Abbas à Azlel pour dénoncer leur marginalisation et les politiques discriminatoires du Marzen. Ils réclament pour la énième fois des mesures pour une vie digne. Et des taux effrayants d'arrestations arbitraires dans les territoires sahraouis occupés, des détentions arbitraires de militants politiques dénoncées lors d'une conférence internationale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, un des nombreux moyens utilisés par le Marzen pour réprimer le peuple sahraoui. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, la foire commerciale intra-africaine qui s'est clôturée après 6 jours d'intenses activités à Alger. La 4e édition a été celle de tous les records, à commencer par le nombre de participants, le nombre de visiteurs, en passant par le montant des contrats conclus lors de l'IATF. Plus de 48 milliards de dollars, dont 11 milliards et demi au profit de l'Algérie. Un autre chiffre à retenir de cette édition de l'IATF, Yannis El-Qassem. La foire commerciale intra-africaine d'Alger a dépassé toutes les prévisions et pulvérisé tous les records en comparaison avec les précédentes, avec un bilan qualifié d'historique. Placée sous le slogan « Passerelle vers de nouvelles opportunités », cette édition a été inaugurée par le président de la République qui a affirmé dans son allocution que l'Algérie demeurera un acteur incontournable de la transformation du continent africain et un défenseur des pays aspirant au développement et à la consolidation de leur souveraineté politique, économique et culturelle. Il a également réitéré l'engagement de l'Algérie en faveur d'une Afrique forte, solidaire et prospère, capable d'occuper toute sa place sur la scène internationale. C'est dans cet esprit que cette édition d'Alger a battu des records à plusieurs niveaux. Une réussite exceptionnelle selon les organisateurs. Près de 112 500 visiteurs ont été recensés, soit plus de 3 fois l'objectif annoncé, dont 60 000 en présentiel. À titre de comparaison, la dernière édition avait attiré à peine 28 000 visiteurs. L'édition d'Alger s'est aussi distinguée par une participation record des chefs d'État et de gouvernement, 20 au total, contre seulement 8 en 2023. Sur le plan économique, 2148 exposants ont pris part à l'événement, dont 1923 sur place et 225 à distance. Le nombre d'acheteurs a lui aussi dépassé les attentes, 987, bien au-dessus des 750 espérés. Cette 4e édition a rassemblé 49 pays africains et 21 pays hors du continent, confirmant la vocation de l'IATF comme plateforme mondiale de rencontres et de partenariats. En tout, 132 délégations officielles ont fait le déplacement à Alger, là encore un record. De nombreux exposants ont salué la qualité de l'organisation, estimant qu'elle reflète l'engagement de l'Algérie envers le continent et sa volonté de renforcer ses liens avec les pays africains. L'IATF 2025 vraiment nous a propulsés parce que en regardant déjà les résultats que j'ai reçus lors de cette foire, je peux dire que c'est vraiment positif. J'ai passé d'excellents moments ici en Algérie. J'ai été touchée par l'accueil et la chaleur des Algériens. Merci pour cette belle opportunité. Je remercie les Algériens pour leur accueil. J'espère vous revoir dans 2 ans au Nigeria. C'est une expérience intéressante et enrichissante. Je remercie les Algériens et tous les organisateurs. J'aime l'Algérie et je reviendrai certainement. Au Palais des Expositions des Pins Maritimes, le rideau est tombé sur une édition qui restera, de l'avis de tous, gravée dans l'histoire. La plus grande, la plus fréquentée et la plus fructueuse, jamais organisée depuis la création de l'IATF. Et pour l'Algérie, avec des milliards de dollars de contrats, le pari est plus que réussi.
Le président de la Banque africaine d'import-export a exprimé hier la disposition de la banque à soutenir les projets énergétiques lancés par l'Algérie et visant à renforcer l'intégration africaine. Bénédicte Orama a cité entre autres le gazoduc transsaharien et les projets de raccordement électrique régional. Déclaration lors de l'audience accordée par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies, renouvelable Mohamed Arqab. Et l'Algérie a officiellement rejoint l'Alliance africaine pour l'hydrogène vert à l'issue du Global African Hydrogen Summit tenu à Windhoek en Namibie. Une adhésion conforme à la stratégie nationale de développement de l'hydrogène à travers notamment le renforcement de la coopération internationale. C'est une étape majeure dans la transition énergétique et qui envoie un signal fort d'unité et d'ambition continentale pour promouvoir les énergies renouvelables. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des instructions du président de la République relatives à la promotion des exportations, notamment à travers le développement des ports dédiés à l'exportation de ciment et de clinker, le Premier ministre par intérim a présidé une réunion interministérielle tenue en présence des ministres chargés des Finances, du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, des Travaux publics et des Transports, du gouverneur de la Banque d'Algérie et des opérateurs économiques activant dans le domaine de l'exportation de ciment. Une série de mesures concrètes et immédiates ont été prises pour accompagner l'exportation de ciment et de clinker à court terme, notamment à travers la rationalisation de l'exploitation des infrastructures disponibles en vue d'augmenter leur capacité de stockage et de maîtriser les coûts logistiques. La réunion a également permis d'examiner des propositions visant à assurer une meilleure disponibilité des produits destinés à l'exportation à moyen terme, notamment à la lumière des importants investissements en la matière qui devraient entrer en service prochainement. Le Premier ministre par intérim, Seif Reeb, préside les travaux de la 197e session du Conseil des participations de l'État consacrée aux perspectives de développement de l'activité de nombre d'entreprises publiques opérant dans le domaine de l'industrie électrique, des télécommunications, de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie du verre. Cette session a été l'occasion de souligner l'importance de la concrétisation des investissements programmés par les entreprises concernées, notamment ceux ayant une incidence directe et considérable en termes de renforcement des capacités de production, de diversification de l'économie nationale et de création d'emplois. L'industrie pharmaceutique, une nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de principes actifs lancés prochainement. Les travaux de réalisation ont débuté il y a 2 jours à Bouera et l'unité devrait générer 500 emplois directs et indirects. La mise en service de l'usine dès décembre prochain contribuera grandement à la couverture des besoins du marché local et même aller vers l'exportation. Abdeslam Habis et Badia Mardi. Dorcas Farm, une nouvelle usine de production pharmaceutique vient de voir le jour à Sour el-Roslan dans la wilaya de Bouira. Spécialisée dans la fabrication de 13 principes actifs dans le sérum salé destiné à l'usage hospitalier, cette firme représente un investissement majeur estimé à 400 millions de dinars. Elle viendra renforcer l'industrie pharmaceutique nationale et devrait entrer en service d'ici la fin de l'année. La réalisation de cette unité est confiée à des compétences 100% algériennes. L'usine est conçue selon les standards internationaux avec un taux de réalisation des travaux estimé à 35%. La réception des équipements est prévue dans 1 mois et l'usine sera opérationnelle en décembre. Nous travaillons avec 2 partenaires, l'un indien et l'autre autrichien, pour assurer le transfert de technologies. Le lancement officiel est prévu dans quelques mois. Ce projet va dynamiser l'économie locale et nationale. Ce projet offrira pas moins de 50 postes d'emploi aux jeunes de la région, notamment les diplômés, qui pourront bénéficier de formations aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, ce qui leur permettra de maîtriser les technologies utilisées. Dans une première phase, nous allons transférer la technologie pour la production des principes actifs en Algérie. Nous prendrons aussi en charge la formation des cadres algériens pour mieux maîtriser le processus. Notre objectif est d'atteindre l'autosuffisance et de commercialiser nos produits dans les marchés internationaux. Produire les principes actifs pharmaceutiques localement permettra de renforcer l'économie nationale, de réduire la facture des importations et de booster les exportations hors hydrocarbures.
Zoom à présent sur l'entreprise nationale des matériels des travaux publics à Constantine, fleuron de l'économie nationale. Elle couvre aujourd'hui l'essentiel des besoins du marché local. L'entreprise a acquis au fil de ses 50 ans d'existence une expérience non négligeable qui lui vaut une réputation solide, y compris à l'international. Salma Khayouani et Majed Ahmed. Riche d'un demi-siècle d'expérience, l'entreprise publique de matériel des travaux publics s'impose comme un fleuron de l'industrie. Elle se distingue aujourd'hui par une capacité de production avoisinant les 600 engins par an, confirmant ainsi son rôle central dans l'équipement des chantiers et le développement du secteur des travaux publics. La machine transforme la matière première en plaques qui sont ensuite nettoyées avant d'être découpées. Une fois les pièces découpées, elles sont assemblées et soudées. Après l'opération de montage et de soudure des pièces, celles-ci sont envoyées à l'atelier où s'effectue la fabrication et la programmation de l'ensemble des pièces, grandes et petites. Après la peinture et le montage final, nous procédons à un dernier assemblage de pièces sous la supervision des techniciens et des ingénieurs. Nous réalisons différents engins comme les pelles mécaniques, les excavatrices à roues et les excavatrices sur chenilles. Avec ses unités de production et de distribution réparties à travers le pays, le ANMTP couvre déjà plus de 80% des besoins du marché national. Et désormais, un nouvel objectif s'affirme, doubler la production et aller à la conquête des marchés étrangers. Aujourd'hui, la production moyenne atteint les 500 engins par an. Très bientôt, nous atteindrons 800 à 900 unités annuellement. Un bon rendu possible grâce à la réhabilitation des moyens de production ainsi qu'à la valorisation des ressources humaines. L'essor fulgurant de l'ENMTP ces dernières années fait d'elle l'un des leviers les plus solides de la croissance et de la souveraineté économique de l'Algérie. Restructuration du commerce extérieur en Algérie avec la création de 2 nouveaux organismes distincts. Un premier dédié à l'importation chargé de suivre et d'encadrer les besoins du marché national via une plateforme numérique connectée au système de contrôle. Et un second, à savoir l'organisme algérien des exportations qui aura pour mission la promotion des ventes à l'international avec un guichet unique, une plateforme digitale ainsi que des représentations baptisées Dar el Jazair à l'étranger. Publié au journal officiel, ces réformes officialisent la dissolution de l'ancienne agence Algex, dont les moyens et le personnel seront transférés vers les nouvelles structures. Dans l'actualité également, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU tenue hier à la demande de l'Algérie après l'attaque sioniste contre l'État frère du Qatar. Le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies a dénoncé au nom de l'Algérie les bombardements sionistes à Doha et exprimé sa solidarité totale avec le Qatar et son peuple. Ammar Benjama a affirmé que l'occupant sioniste n'aspirait pas à la paix et l'entité sioniste pousse la région et le monde entier vers le chaos. Je vous propose d'écouter. L'Algérie condamne avec force l'acte grave et illégal commis par l'occupation sioniste qui s'ajoute à ces violations répétées du droit international. Après avoir frappé Gaza, la Syrie, le Liban et le Yémen, l'occupation a désormais visé l'État du Qatar, médiateur reconnu pour la paix. Ces actions téméraires menacent de plonger la région et le monde dans l'instabilité. L'Algérie exprime sa pleine solidarité avec le Qatar et considère cette attaque comme une insulte à la diplomatie et une preuve que l'occupation ne cherche pas la paix. Et au moins 20 Palestiniens ont été tués ce matin dans des bombardements sionistes visant différentes zones de Gaza, selon notre correspondant sur place, Wissam Abou Zaïd. Plusieurs autres sont décédés des suites d'un manque de nutrition grave à cause du blocus imposé par l'occupant israélien. Ce dernier, qui tente de prendre le contrôle du centre de Gaza, oblige des dizaines de milliers de Palestiniens au déplacement et risquerait une véritable catastrophe humaine selon l'ONU. En France, la grogne populaire minimisée dans les médias, notamment le journal de 20 h de France Télévisions. La CGT, le syndicat le plus représentatif du pays, a dénoncé un mépris de la mobilisation nationale et un traitement d'un ancien temps. Il déplore également l'absence d'objectivité en omettant d'aborder les revendications des citoyens et l'étalage des moyens de répression mis en place ce jour-là. Bouchra Bouali. Pitoyable et méprisant.
C'est en ces termes que la CGT a qualifié le journal télévisé de 20h de France 2 du 10 septembre dernier, présenté par Léa Salamé, campagne du coprésident de Place Publique, Raphaël Glucksmann. La centrale syndicale dénonce un journalisme de cour et une ligne éditoriale rance et partisane de la chaîne publique qui mépriserait les citoyens en adoptant volontairement un traitement biaisé des événements, affirmant que le journal a abordé la journée de mobilisation du 10 septembre sous un angle exclusivement sécuritaire. Plus loin, les policiers tentent de protéger la gare du Nord. Dans toute la France, 175 000 personnes ont manifesté selon le ministère de l'Intérieur, moins que pour le premier week-end des Gilets jaunes. Pire encore, la direction de l'information de France 2 a réduit la mobilisation bloquant tout à une question de perturbation pour la France qui travaille. Les reportages du 20h ont par ailleurs occulté les revendications sociales en éclipsant les causes de la fronde populaire, d'autant que près d'un Français sur deux soutiendrait, selon la CGT, le mouvement Bloquons tout, qui a été avant tout présenté comme un mouvement de casseurs, de voyous ou encore de black bloc, sans rappeler qu'il s'agit d'abord de citoyens exprimant des revendications légitimes. La CGT s'est par ailleurs indignée d'un reportage soulignant, je cite, que les forces de l'ordre ont appris des gilets jaunes à être plus efficaces, sans évoquer les violences policières depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, mutilations, éborgnements et 3 décès depuis 2015. Le 20h de France 2 a occulté en outre les atteintes à la liberté de la presse, puisqu'il ne fait en aucun cas mention de la note du ministère de l'Intérieur envoyée cet été aux forces de l'ordre qui supprime le statut protecteur des journalistes en cas de violence urbaine. Une directive qui pourrait exposer les reporters au même traitement que les manifestants. Le journal s'est terminé par un sujet consacré au cardinal Bustillo qui aurait invité à sortir de la lutte des classes. Un choix dénoncé par la CGT comme une tentative de dépouiller le débat social de sa dimension politique. Et au Maroc, les habitants de la région d'Aït Abbas à Azlel manifestent pour dénoncer leur marginalisation et les politiques discriminatoires du Marzen. Ils réclament pour la énième fois des mesures pour une vie digne et des réponses à des revendications des plus basiques. Fouzia Tej et Badia Amandi. La situation dans la ville d'Aït Abbas, région d'Azilel au Maroc, est devenue tellement invivable que les populations ont décidé de sortir dans la rue pour dénoncer l'exclusion et la marginalisation. Pour eux, la patience a des limites et les tentatives du système du Marzen d'étouffer leur voix sont devenues vaines devant des citoyens qui ont décidé de prendre en charge leur destin. Nous représentons les habitants d'Aït Abbas qui souffrent de misère, de marginalisation et de l'exclusion programmée. Nous vivons avec nos familles et nos enfants des conditions difficiles. Nous n'avons rien, ni école, ni hôpital. Sortis dans la rue, les populations d'Aït Abbas ont été accueillies comme de coutume par la répression à laquelle recourt le système du Marzen à chaque fois que des manifestations et des grèves sont organisées par les Marocains. Cette fois encore, les habitants réclament leur droit à une vie décente. La Constitution consacre le droit à l'éducation et à la santé pour tous les Marocains. Est-ce que nous ne sommes pas des Marocains? Cela fait des dizaines d'années que nous réclamons un collège dans notre région. Des territoires marocains entiers sont isolés. Leurs populations sont marginalisées. Elles réclament justice et des solutions à leurs préoccupations qui n'ont que trop duré. Répression également dans les territoires occupés sahraouis où les arrestations atteignent des taux effrayants. Des détentions arbitraires de militants politiques dénoncées lors d'une conférence internationale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Il s'agit d'un des nombreux moyens utilisés par le Marzen pour réprimer le peuple sahraoui. Mohamed Qaïs et Maïsal Bouhla. La situation dramatique des détenus politiques sahraouis dans les prisons marocaines, aggravée par un blackout médiatique orchestré par l'occupation marocaine, a été au cœur des débats lors de la 60e session du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, organisée au siège de l'ONU à Genève, sous l'égide de plusieurs ONG internationales. Plusieurs conférences sont venues tirer la sonnette d'alarme sur les violations systématiques commises dans les territoires sahraouis occupés et appeler la communauté internationale à prendre des actions d'urgence.
Le Maroc continue de protéger les responsables impliqués dans de graves violations bénéficiant jusqu'à ce jour d'une impunité totale. Je suis moi-même une rescapée de la disparition forcée et c'est inquiétant de voir que malgré les sollicitations répétées, le Haut Commissariat aux droits de l'homme n'a toujours pas obtenu l'autorisation de se rendre au Sahara occidental. La voix de l'Afrique du Sud s'est par ailleurs élevée avec force. La représentante permanente auprès de l'ONU a fustigé ce qu'elle a qualifié de politique d'apartheid menée par le Maroc contre le peuple sahraoui. Elle a mis en lumière le recours systématique à la torture, au procès inéquitable et à la criminalisation de l'identité sahraoui. Ce refus traduit la volonté du Maroc d'empêcher toute surveillance indépendante de la situation des droits de l'homme au Sahara occidental et l'accentue les inquiétudes sur le respect des droits du peuple sahraoui. La conférence qui a rassemblé de nombreuses ONG et défenseurs des droits humains a unanimement insisté sur l'urgence d'une mobilisation internationale. Tous ont souligné la nécessité d'exercer une pression accrue sur les instances compétentes afin que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination soit enfin respecté, conformément à la légalité internationale. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.